bienvenue à tous et à toutes pour ce 4e Alumni Live qui est consacré aux controverses sur l'élevage. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir 3 intervenants. Donc Bertie Tarot, qui est sociologue et responsable de l'unité de recherche en sciences sociales au sein du groupe ESA. Donc en jeune, Clémence Le Simple, enseignant-chercheur au sein du groupe ESA, et Jules Van der Kruisen, qui est étudiant en DA les viandes. Donc c'est la spécialisation de dernière année d'études du cycle ingénieur et qui a suivi un module d'enseignement sur le sujet cette année, donc il pourra aussi nous parler de son expérience. Et donc je vous donne la parole pour nous préciser de quoi il s'agit quand on parle de controverse et partager l'expérience sur la façon d'aborder ce sujet et ce qu'il en ressort auprès des étudiants en production animale. Et c'est des sujets en fait auxquels on est un peu tous confrontés, la plupart d'entre nous qui travaillons dans le domaine de l'élevage ou de l'agriculture. Voilà, je vous laisse la parole et tu peux partager ton écran. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation à ces Alumni Live. Alors c'est une première pour mes collègues aussi, ce qui est une assez chouette initiative pour continuer de créer un lien, de maintenir un lien entre l'école et puis les alumni. Donc la proposition qui a été faite, c'est de parler donc d'un enseignement qu'on a mis en place il y a à peu près 10 ans au sein de la spécialisation donc, du DA les viandes de cursus ingénieur de l'ESA. Et en 2015, quand on a initié cet enseignement, l'idée c'était en fait de préparer les étudiants à un contexte qui avait quand même pas mal changé du point de vue des remises en question de l'élevage. Voilà. Voilà une de la presse qu'on lisait régulièrement quand on a commencé cet enseignement. Donc, forte remise en question de l'élevage, fort questionnement dans la société sur l'alimentation carnée, et tout ça transparaissait de manière forte, en fait, dans les médias grand public. Bien sûr, ça a potentiellement beaucoup d'effets sur les filières animales, des effets qui vont aboutir à des stratégies de mise en marché ou de repositionnement de certains grands groupes des filières animales dans leur offre sur le marché, dans les stratégies d'activité. Puis des effets aussi d'ordre politique. Et donc là, je remets ici, pour l'illustrer, l'évolution du vote pour les partis animalistes entre 1993 et 2021 dans les scrutins nationaux et européens. Vous voyez que le parti animaliste, qui est le parti qui représente ces mouvances en France, est en violet, donc son émergence, elle est plus récente que dans plein de pays européens. C'est plutôt 2015-2016 en France, mais ça suit la même tendance en fait que chez nos voisins, et on a plutôt une recrudescence de ces questionnements, de ces préoccupations, qui va se traduire aussi dans le champ politique. Et tout ça, dans un contexte où l'agriculture et l'alimentation est un domaine extrêmement réglementé, évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur les métiers, les filières animales. Donc, les enjeux pour les ingénieurs, en tout cas, parce que c'est là qu'on enseigne, pour nous, c'était de savoir se situer dans ces controverses, de savoir agir en tant qu'ingénieur, c'est-à-dire à la fois agir dans et sur le débat public, mais aussi savoir prendre en compte ces évolutions des réflexions sur l'élevage et l'alimentation dans les choix que chacun fait en tant que professionnel. Donc ça, c'était un peu pour l'origine. Et aujourd'hui, on va reprendre dans les 2 premiers points quelques éléments du cours qu'on fait en fait en DA les viandes sur l'évolution du contexte de la société, ce qui fait qu'aujourd'hui, les controverses apparaissent sous une forme un peu particulière. Ce qu'on entend par controverse, comment on l'étudie. Donc, je vais plutôt me charger de cette partie-là. Et après, je laisserai la parole à Clémence qui reviendra sur les ambitions pédagogiques et la façon dont on organise la formation dans le DA les viandes. Et puis à Jules pour avoir un retour d'expérience, un vécu d'étudiant sur cette formation. Et puis, comme le disait Marjolaine, peut-être qu'on va réserver du coup les discussions pour après notre exposé qui ne devrait pas être hyper long pour laisser la place au débat. Sur ce premier point, dans quel contexte social on se situe et pourquoi aujourd'hui ces remises en question de l'élevage, de l'alimentation, elles prennent une forme particulière. Il y a 2 idées que je vais développer. Déjà, la première, c'est qu'on est en train de vivre une transformation de ce que nous, sociologues, on va appeler l'espace public. L'espace public, c'est
C'est par exemple l'ensemble de ce qui se produit dans les médias, l'ensemble des échanges qu'on peut avoir à propos d'un thème, d'une question qui nous concerne chacun d'entre nous ou tous. Donc l'espace public, c'est beaucoup l'espace médiatique en fait. Et cet espace médiatique, il est profondément transformé par l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. La petite illustration là, elle montre la façon dont on s'informe, dont on s'informe dans 36 pays de l'OCDE en fonction de notre génération, de notre âge. Vous avez à droite les médias un peu traditionnels, radio, journaux papier, télévision, et on voit qu'ils sont beaucoup plus mobilisés par les générations des plus de 45, plus de 55 ans. Et vous avez à gauche les médias plus récents, Internet, et puis plus spécifiquement les réseaux sociaux, et on voit là que c'est vraiment plébiscité par les nouvelles générations. Et donc, on a une transformation qui va se poursuivre du rapport à l'information, de la façon dont on s'informe. Alors, les médias traditionnels, ce qui faisait de particulier, c'est que les journalistes avaient un rôle de filtre dans la sortie des informations, des débats, des questions d'actualité. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le développement d'Internet, en fait, on a une baisse, voire une absence totale en fait, de ce rôle de filtre qu'on appelle gatekeeper sur la diffusion des informations. Et ça peut permettre en fait le développement de certaines remises en cause, aussi une remise en question de la place de l'expertise des scientifiques, des professionnels qui ne sont plus les seuls autorisés à parler dans les médias. Ça peut remettre en cause la place des porte-paroles reconnus, autorisés, qui peuvent être par exemple des responsables politiques, des responsables syndicaux, des grands experts, des experts de grandes organisations professionnelles. Toutes ces personnes qui étaient mises en scène, mises en avant par les médias traditionnels, aujourd'hui, elles n'ont plus forcément la préférence sur les réseaux sociaux ou sur la communication Internet. Donc ça change évidemment beaucoup l'émergence de controverses. Et ça pose un débat sur est-ce que cette transformation, en gros, c'est bien ou pas bien? Est-ce que ça produit finalement la diffusion de fake news, de vérités alternatives? Ça permet le complotisme finalement? Ou bien est-ce qu'on est face au contraire à une belle opportunité d'un meilleur débat public, plus ouvert, peut-être plus pointu, parce qu'on va mobiliser des expertises moins triées sur le volet, mais aussi plus diversifiées? Alors ça, c'est toute une discussion qui a cours et chacun peut un peu juger de ce qu'il observe. Par contre, ce qui s'est mis en place assez récemment, c'est des engagements sur les réseaux sociaux de personnes qui vont chercher justement à avoir une vraie exigence argumentative, de redonner de la place forte à l'expertise, ce que certains observateurs appellent la galaxie de la raison. Et qui vont essayer notamment de développer les fausses d'information et de se servir en fait des réseaux sociaux et d'Internet comme un espace public de qualité. Autre évolution contemporaine qui est vraiment importante, c'est des mouvements sociaux qui ont pris de l'ampleur là encore à partir du milieu des années 2010. On peut appeler des mouvements post-apocalyptiques ou de l'effondrisme ou de la collapsologie, tous ces mots, on les a tous beaucoup entendus, et qui remettent en cause de manière forte, en fait, l'ordre économique, social, environnemental. Ces remises en cause, en fait, elles ne sont pas forcément hyper nouvelles. Et là, j'illustre ça avec le travail d'un sociologue qui s'appelle Cyprien Tasset et qui montre qu'en fait, il y avait déjà ce type de remise en question. Par exemple, avec les mouvements néo-ruraux des années 70. Mais ce qui change un peu fortement, c'est à la fois le profil des personnes qui s'engagent dans des mouvements effondristes et leur engagement dans le débat public. On a ici toute une communauté de personnes qui sont souvent d'anciens cadres, ingénieurs, d'entreprises privées, qui ont un très fort niveau de qualification, qui ont une pensée systémique et qui s'appuient sur ces pensées systémiques pour essayer de faire des liens entre des évolutions contemporaines, alerter sur des processus qu'ils jugent extrêmement inquiétants sur l'évolution de notre société. Mais en fait, ce qui est particulier, c'est leur posture
engagés, c'est ce que je mets en bas à droite du tableau, ils se positionnent un peu comme des prophètes collapsologues, et donc c'est les termes de ces enquêtés eux-mêmes, hein, avec une vocation de s'engager pour aider à contribuer à structurer le raisonnement de nos concitoyens. Et donc ça produit en fait un très fort engagement sur les réseaux sociaux, notamment d'une communauté de personnes qui remettent en question notamment notre modèle alimentaire. Autre évolution nécessaire, importante à considérer, c'est que toutes ces transformations du débat, elles se mettent en place dans un contexte où on a une grande distance sociale entre les citoyens et les agriculteurs, mais entre les citoyens et les éleveurs aussi, bien sûr, avec, on le sait tous, une forte baisse de la population agricole dans la population active française, et pour l'élevage, une concentration du cheptel de certaines activités productives dans des grands bassins de production. Donc, dans le Grand Ouest, on est particulièrement concerné par des formes d'élevage plus productives. Et donc, on a des éleveurs qui peuvent être relativement isolés des autres sphères sociales, et en particulier des populations urbaines mobilisées sur les débats relatifs à l'alimentation. Enfin, ce qu'ils discutent, c'est plus ou pas seulement une question de l'agriculture seulement, mais on va relier les questions agricoles à la question alimentaire, à la question sanitaire, à des enjeux d'empreinte environnementale de nos modèles productifs, à des enjeux de bien-être animal. Et en fait, sur ces questions-là, on va avoir une confrontation d'idées, de façon de voir les choses assez large. Et donc, on est dans un contexte où, dans ces domaines, on va avoir des savoirs professionnels qui sont challengés par des citoyens éclairés. Et tout ça amène évidemment une remise en question des activités d'élevage et qui sont importantes à considérer parce que ça va se traduire par des difficultés très, très concrètes pour les éleveurs. Par exemple, l'augmentation des conflits lors des projets d'installation en cours de carrière en élevage, le risque de rejet de produits animaux par les consommateurs, et en tout cas une évolution qui est déjà sensible des modes de consommation. Et puis aussi parce que les éleveurs eux-mêmes font partie de la société et que tous ces débats qui traversent nos activités, ça peut jouer sur le sens du métier, la motivation à être éleveur. Donc ça, c'est un peu les éléments de contexte. Et je vais vite sur ce qu'est une controverse, comment on décide de l'étudier. On s'est beaucoup appuyé sur des définitions qui ont été produites par des économistes ou des sociologues qui posent qu'une controverse, c'est un débat qui va porter sur une question précise, qui va avoir une tonalité dramatique, c'est-à-dire que chacun des protagonistes considère que l'enjeu est majeur autour des questions qui les opposent. Une controverse, elle va souvent s'élargir, concerner des acteurs divers, nombreux, et elle est liée à une incertitude scientifique, c'est-à-dire que ça s'appuie souvent sur des travaux scientifiques qui ne sont pas encore tout à fait stabilisés. Et du coup, cette incertitude, elle va nourrir des débats entre experts, entre personnes informées parfois, sur la question qui nous intéresse. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent aujourd'hui, parce qu'il y a des nouveaux enjeux, des nouveaux fronts de connaissances. On peut penser par exemple à la question de l'impact de l'agriculture sur le climat. Et sur ces nouveaux fronts de connaissances, la connaissance agronomique, elle se fait beaucoup par itération, par accumulation de terrain, par essai sur des questions de méthode. Donc, par exemple, pour évaluer l'impact d'un système d'élevage bovin sur le climat, en fait, c'est pas tout à fait la même chose de regarder les effets, la production de gaz à effet de serre au litre de lait produit par vache ou à la surface occupée par l'élevage. On va avoir aussi des résultats qui ne sont pas exactement convergents parce qu'on accumule des terrains et c'est la synthèse de tout ça qui va faire que la connaissance se stabilise. Mais dans cette phase de production de connaissances, il y a de l'incertitude et là-dessus peut se greffer une controverse importante. Et puis donc, ça donne lieu à des engagements de protagonistes qui vont avoir des visions assez contrastées. Pour aborder cette question des visions contrastées, j'en dis un mot hyper rapidement. En fait, on s'appuie sur un travail de sociologues et d'économistes qui ont essayé de réfléchir à la conflictualité dans les sociétés contemporaines
en se disant, en fait, c'est notamment lié au fait qu'on a des valeurs fondatrices, des façons de justifier notre action, notre vision du monde qui sont assez contrastées. Et donc, Luc Boltanski et Laurent Thévenot sont appuyés sur une très large analyse de la littérature, des productions de philosophes, de grands auteurs, depuis plusieurs siècles, pour identifier des grands registres de justification ou des valeurs fondatrices dans la société qui sont effectivement différentes. Et donc, on travaille là-dessus aussi pour dire, finalement, effectivement, si ce qui sous-tend notre action, notre vision du monde, c'est par exemple des valeurs relatives à ce que ces auteurs appellent le monde domestique, comme la tradition. Par exemple, je suis sensible au maintien des traditions gastronomiques françaises ou des modes d'élevage traditionnels. Je vais juger les évolutions ou je vais promouvoir certaines positions qui sont assez différentes de quelqu'un qui sera très sensible à ce que ces auteurs appellent le monde industriel. Par exemple, être très accroché, donner beaucoup de valeur à l'optimisation technique, organisationnelle, aux questions de performance ou à la rationalisation, par exemple. Ces visions du monde, ces grandes valeurs qui sous-tendent nos représentations, en fait, elles structurent des oppositions sur ces controverses. Donc voilà un peu les outils à partir desquels on va travailler les controverses dans cette formation. Je laisse la parole du coup à ma collègue Clémence sur ce qu'on fait concrètement. Je suis enseignant-chercheur dans le département de production animale et je suis spécialisée sur le comportement et le bien-être animal. C'est dans ce cadre-là que j'ai été inclus dans les enseignements sur les controverses. Et du coup, la manière dont nous, on a abordé la valeur pédagogique et pourquoi est-ce qu'on a décidé pédagogiquement d'aller armer nos étudiants de 5e année production animale sur les controverses, parce que Bertie l'a évoqué tout à l'heure, plus qu'évoqué d'ailleurs tout à l'heure, c'est qu'on a sur certaines questions autour de l'élevage un engagement et un affect qui sont extrêmement prégnants et qui vont aller sur différents acteurs. Donc on a effectivement les agriculteurs, on a un certain nombre de citoyens éclairés ou moins éclairés qui s'intéressent aux questions. On a aussi le domaine scientifique, on a les politiques, on a les médias. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui vont s'engager avec des connaissances et des compétences sur les sujets qui sont assez variables. Ce qui va revenir à l'élargissement de ces controverses sur des domaines et dans des arènes qui sont plus ou moins contrôlées et dans lesquelles les différentes parties prenantes n'ont pas forcément tous la même possibilité d'expression. Ça peut être assez virulent puisqu'il y a un engagement dans l'affect et que du coup on laisse parfois un petit peu nos capacités de réflexion et notre mesure à la porte quand l'affect est engagé. Et du coup, ça peut prendre des proportions assez énormes. Donc notre objectif, nous, dans le fait d'aborder les controverses avec nos étudiants d'UDA, c'est de les amener justement à avoir cette posture d'ingénieur dont parlait Bertie tout à l'heure, de savoir se dégager un petit peu de l'affect qui va tourner autour des questions d'actualité et d'aller regarder avec un peu plus de recul et d'aller prendre en compte avec un tout petit peu plus de recul tous les arguments qui vont pouvoir être amenés, de comprendre les positions de chacun. Il y a une question aussi d'accepter que tout le monde puisse ne pas avoir la même posture et tout le monde puisse ne pas avoir le même avis et que ce soit des avis argumentés. Donc voilà, notre objectif, nous, pédagogiquement, c'est d'aller pousser nos étudiants à se poser des questions et à appréhender les différents sujets potentiellement brûlants qui concernent l'agriculture et l'élevage en particulier avec un recul et un calme d'esprit qui permettent d'entendre ce que l'autre a à dire, de construire un argumentaire et de répondre de manière réfléchie et argumentée. Du coup, ces controverses-là, elles sont abordées par le biais de 2 sujets.
Donc, on sépare le groupe classe en 4 groupes, en 4 sous-groupes. Et il y a 2 sous-groupes qui vont travailler sur chacun des 2 sujets qu'on leur propose. Il y a un sujet qui concerne élevage et environnement. Est-ce que consommer de la viande et protéger la planète, c'est compatible? Et un sujet qui concerne la possibilité de continuer à consommer de la viande en respectant le bien-être animal, qui sont 2 sujets qui restent fortement d'actualité, alors pas au même niveau, puisque Bertie l'a évoqué aussi tout à l'heure, les controverses, elles se basent sur des incertitudes scientifiques. Il doit y avoir incertitudes scientifiques pour qu'on puisse considérer qu'un sujet est un sujet de controverse. Sur l'impact environnemental des produits animaux, globalement, la question de l'impact environnemental en tant que tel n'est plus tellement remise en question. Par contre, on a effectivement des questionnements qui vont aller autour de comment est-ce qu'on le calcule, à quelle unité on le remet. Et du coup, on a une controverse qui s'est déplacée non pas de est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un impact, mais à comment est-ce qu'on fait pour mesurer cet impact. Sur la question du bien-être animal et de la consommation de viande, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on avait encore des définitions du bien-être animal qui n'étaient pas tout à fait stabilisées et qui, du coup, amenaient une controverse déjà dès le qu'est-ce qu'on entend par bien-être animal. Ce qui fait que les 2 sujets de controverse ne se placent pas tout à fait au même niveau de la question, ce qui permet aussi à nos étudiants qui préparent les sujets d'amener des éléments et des arguments qui ne se situent pas tout à fait non plus au même niveau. Comment est-ce qu'on organise concrètement ce travail-là? On commence par amener nos étudiants à travailler autour de documents scientifiques, politiques, médiatiques, etc., pour identifier l'ensemble des acteurs de chacune des controverses, pour avoir une vision globale de la controverse, ce que ça implique, qui est impliqué, à quel niveau et comment. Et puis ensuite, on organise un débat avec les 2 sous-groupes qui ont préparé le sujet, qui viennent animer le débat et relancer le débat quand il y a besoin. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction du niveau sur lequel la controverse qu'ils ont travaillé continuent de poser question, les visions ne sont pas exactement les mêmes. Et du coup, ça fait des conversations qui sont en général plutôt intéressantes et ça pousse nos étudiants aussi à se mettre dans la position de gens qui n'ont pas forcément tout à fait le même avis, qui augmente aussi les capacités à se poser des questions et à entendre le fait que chacun puisse avoir un avis qui est entendable et qui est aussi valable que le sien. Et suite à ça, les étudiants doivent aussi produire une synthèse sur leur travail de bibliographie qui est à rendre juste après le débat le débat qu'on organise. Et du coup, ce débat, il est, petit détail technique, il est organisé sur le schéma du fishbowl, qui consiste on a un nombre de chaises limité au centre et en fait ne peuvent prendre la parole que les gens qui sont assis au centre de la pièce. Donc le principe, c'est qu'il y a toujours une chaise qui est libre pour permettre à quelqu'un d'arriver et de prendre part au débat s'il a envie. Et quand les 5 chaises, parce que nous, en l'occurrence, on met 5 chaises, quand les 5 chaises sont remplies, quelqu'un doit se lever pour laisser une place vacante. Et du coup, ça pousse aussi déjà à s'écouter, à s'entendre, parce qu'on ne peut pas, ça limite le bruit de fond et les prises de parole dans tous les sens. Et ça oblige à construire aussi un petit peu, puisque prendre la parole devant, en général, ils sont entre 40 et 50, nos étudiants. Donc, prendre la parole devant 40 à 50 étudiants qui n'ont pas toujours le même avis que nous, ça oblige à construire un petit peu et à pas aller prendre la parole uniquement sous le coup de la réaction à un propos, mais d'avoir quand même quelque chose qui tient la route à proposer. Pour aller plus loin, je vais laisser la parole à Jules, qui a eu le bonheur de vivre l'expérience il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, voilà, Jules, donc je suis en 5e année et j'ai participé à cet exercice autour des controverses en élevage. Globalement, pour ce qui est du ressenti étudiant, c'est vraiment le débat qui a vraiment marqué tout le monde.
pour la première partie sur la constitution du dossier, lister des acteurs, etc. C'est quelque part des choses qu'on a un peu déjà faites, et puis c'est dur de s'approprier des idées. Les idées, quand elles sont juste sur de la presse internet ou des articles, etc., on est toujours un peu en mode robot. Bon, bah, on liste et on fait le travail qu'on nous demande. Par contre, c'est vrai que derrière, quand on doit pouvoir débattre de ça, il y a quand même un enjeu, bah, comme disait Madame Le Simple, de s'approprier les arguments, parce que potentiellement, on peut se faire réfuter dessus. Donc derrière, en fait, c'est vrai que ça nous a vachement poussé à nous questionner, à être sûr de bien comprendre le fond de ce qu'on avance pour que si jamais ça répond, on ait des possibilités de s'en sortir. Et puis si on s'en sort pas, l'avantage c'est que comme c'est dynamique avec cette histoire de changement de place sur les chaises, d'autres personnes peuvent intégrer pour pouvoir amener d'autres éléments. Et donc c'est vrai que ça c'est assez pratique, assez intéressant parce qu'en plus du coup au final à 50 cerveaux, ça permet d'aller quand même très loin des fois dans le débat. S'approprier les arguments. Après, ce qui était assez intéressant, ce qui est ressorti aussi nous entre nous, c'était, on a l'impression en fait que nous tous étudiants, on pense un peu la même chose. On fait partie de l'ESA, on veut travailler en agriculture. En plus là, on est tous en production animale, etc. Pour autant, en fait, on voyait plein finalement de divergences dans les manières de penser, les manières de voir l'élevage qui en fait sont pas des sujets qu'entre nous on discute particulièrement parce on prend pour acquis le fait que on a l'impression qu'on pense tous la même chose, mais de fait, en allant creuser ces questions-là, et ben, on se rend compte que bah, derrière, les questions sont pas les mêmes pour tout le monde. Ce qui a été vachement intéressant, nous, dans le débat, comme il s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un vrai enjeu, notamment sur la question autour de l'environnement, de chercher des compromis, des consensus, et pas seulement oui ou non, comme ça aurait pu faire avec des personnes très vindicatives de leur manière de penser. Et donc, du coup, il y a eu aussi l'idée de dire que bah, là, il faut peut-être nuancer la méthodologie de calcul du bilan carbone. Ah, bah, en fait, sur cette partie, sur la question du bien-être animal, de l'abattage des animaux, peut-être que c'est une question à part, etc. Et en fait, ça a permis de potentiellement construire d'autres manières de voir les choses, de se projeter à d'autres façons d'aborder ces questions-là, en fait, d'imaginer une autre manière, oui, une autre manière de voir, quoi. Ce qui n'est pas évident, enfin, ça c'est plus mon avis personnel quelque chose que j'ai vraiment échangé avec les autres étudiants, c'est de bien comprendre la diversité des arguments auxquels on fait face, de ce qui relève d'un avis, ce qui relève de la vision du monde, un peu comme ce qu'expliquait Madame Tarot, par exemple, les gens qui vont faire appel à la tradition, dire oui, ben, pour le maintien de nos plats typiques français, on ne voudrait pas perdre ça. Et en fait, c'est des arguments qui se placent à des échelles différentes, avec des qualités d'arguments plus ou moins différentes, dont on a fait un peu le bilan en fin de débat. Mais pour le coup, c'est vrai que c'était cette partie-là qui, je pense, est quand même particulièrement dure à appréhender voilà, sur tous ces aspects-là. Et dedans aussi, du coup, le fait d'une controverse, c'est que ça se base quand même sur aussi des arguments scientifiques, parce qu'il faut qu'il y ait une incertitude scientifique. Et tout ça fait un joyeux mélange qui fait que c'est pas si évident que ça de s'en sortir lorsque l'argument qui est opposé à un argument scientifique relève plus d'un avis personnel ou de l'expérience vécue. Et tout ça, voilà, pousse vraiment à la réflexion. Et voilà un peu dans le ressenti, on peut dire moi dans les idées que j'avais listées de ce qui est ressorti. Mais globalement, c'est vrai que c'est le débat qui marque beaucoup et que cette année, enfin, nous a bien intéressé, quoi. Si certains d'entre vous ont des questions, vous pouvez lever la main, soit dans l'outil, simplement désactiver le micro pour prendre la parole. Bonjour, merci déjà pour la présentation et l'évolution dans la formation, qui, mon sens, est important parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'acceptabilité locale d'un bon nombre de projets, alors particulièrement l'élevage, mais pas que, nécessite très en amont, de la part des porteurs de projets, une explication localement
y compris dans les conseils municipaux. Et alors, je ne sais pas si on est passé de 50 à 5 dans les conseils municipaux, mais je pense que c'est peut-être même, enfin, on ne doit pas être très éloigné dans la quote-part des élus. Et c'est vraiment, je trouve, très, très pertinent de préparer les futurs chefs d'exploitation ou leurs conseils à cette nécessité d'évoquer localement les enjeux des projets, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de levées de boucliers et de freins pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Voilà, c'était plus une remarque qu'une question, mais retour terrain. Merci, je pense que vous êtes confrontés frontalement dans le secteur bancaire à ça. Et c'est vrai qu'on fait intervenir en parallèle de ce cours sur les controverses une intervenante de la Chambre d'agriculture de Bretagne qui a beaucoup travaillé sur les questions d'accompagnement des agriculteurs autour des conflits liés aux installations d'élevage, que ce soit pour l'installation, pour la mise aux normes, etc. Et on voit qu'à cette échelle locale, c'est parfois un peu des ressorts, je dirais les mêmes ressorts, peut-être pas les mêmes ressorts, mais des ressorts proches de ceux des controverses aussi, notamment sur la question des différentes visions du monde. Et donc, dans cette équipe de recherche appliquée de la Chambre de Bretagne, ils ont utilisé les mêmes registres de valeur ou de grandeur de Boltanski et Thévenot pour appréhender les conflits locaux autour des installations d'élevage. Et c'est très utile pour comprendre comment parfois un débat local, quand il émerge, quand il n'a pas été désamorcé avant, en fait, il devient ingérable parce qu'on est sur des registres d'argumentation, comme on disait Jules, qui sont tellement différents, qui sont difficiles à traiter. Je ne sais pas laquelle on prend en premier dans le chat. Donc, c'est avez-vous analysé les positions des associations animalistes, voire antispécistes? Oui, on l'a fait pour avoir une bonne note. Oui, c'est fait partie. Nous, c'était plus moi qui, pour le coup, était dans le groupe bien-être animal. C'est vrai que antispécistes, etc., c'est des organismes dans lesquels on a essayé de comprendre les arguments, ce qu'ils avançaient. Et autour de ces questions de bien-être animal, en fait, ça élève. L'idée, c'est de bien comprendre le fond du problème et ça a élevé la discussion en fait à se questionner sur en fait comment on considère un animal plutôt que de s'arrêter à des exemples phares polémiques ou aux vidéos de 214 ou quoi. C'est dire mais en fait ça élève la question du bien-être animal. En fait, on partage pas la même vision des choses entre un éleveur qui gagne sa vie en élevant des vaches que un personne engagée à 214 qui considère l'animal comme un individu avec des droits similaires à des humains. Donc c'est vrai que c'est cette partie-là qui est intéressante à proposer en débat. Bonjour à tous, bonjour à Bertie Tarot que je salue. J'ai eu l'occasion d'animer table ronde avec elle. Bonjour à Jules et je suis ravie de l'entendre. Nous, on est 4 sur 5 à la maison à avoir fait l'ESA. Donc voilà, face à toutes les controverses qu'il y a, on se demandait comment étaient un peu préparés les jeunes ingénieurs. Donc voilà, je suis ravie d'entendre Jules. C'était pour apporter un témoignage. Donc, moi, je suis journaliste et je travaille en communication. Je fais pas mal de média training, alors pour des agriculteurs, futurs syndicalistes, administrateurs, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. Et en tous les cas, pour le milieu agricole, ce qui me frappe énormément. Donc, quand je parle de média training, c'est pas juste être capable de parler face à la presse avec des éléments de langage, c'est comprendre ce qu'on va dire, savoir écouter les autres, déjà. Alors ça, on n'avait pas l'habitude tout le temps, savoir écouter les autres et puis savoir argumenter et voilà, et structurer une argumentation. Et donc, il y a tout un tas d'exercices, dont le jeu de rôle. Alors, sauf que moi, au lieu d'être 50, ils sont 10. Et ce qui me frappe systématiquement, j'en vois, il y a un moment donné, je mets un binôme. Donc, il y a un des agriculteurs ou une agricultrice ou futur, je leur dis, vous êtes agriculteur, et l'autre, il est, en fonction de ce qu'il me dit d'être des pièges. Donc, ça va être des écolos, des L214, des élus qui ne connaissent rien. Enfin bref, l'autre prend la parole et il discute sur un sujet de controverse. Et systématiquement, celui qui n'est pas agriculteur emporte le débat. Et en fait, les agriculteurs connaissent mieux et sont mieux capables d'argumenter avec ce qu'ils appellent les gens qui sont contre eux. Ils sont très peu capables d'argumenter sur leur système, leurs arguments, etc. Et j'y vois deux choses. D'abord, c'est un exercice pour lequel ils ne sont pas préparés. Alors, je vois qu'à l'ESA, ils sont préparés. S'il y a des futurs agriculteurs, c'est très bien. D'autre part, ça peut être plus profond. C'est-à-dire que moi, j'en arrive jusqu'à les faire se questionner sur
en fait, est-ce que le système qu'ils ont, ils l'ont vraiment adopté et choisi? Parce que je leur dis, quand on est sûr de quelque chose, c'est pas très compliqué de convaincre. Donc là, bon, ça remue un peu les entrailles de certains. Mais il y a une vraie difficulté à voir les arguments et je pense que c'est difficile pour ceux qui sont dans le métier depuis toujours. Ils me disent, parce que quand je leur refais faire l'exercice d'expliquer quelque chose en expliquant à des élèves de CM2 ou de 5e, ils y arrivent beaucoup mieux et ils me disent « Ah, mais il faut qu'on explique tout ». Et en fait, ils vivent l'argumentation comme un besoin de pédagogie et ils ne comprennent pas qu'on ait besoin de faire ça. Donc voilà, c'est un exercice qui est très intéressant parce que effectivement, les gens se réemparent de leur système et de leurs choix techniques et politiques derrière. Voilà, c'était juste un petit usage, mais c'est systématiquement comme ça et ça m'impressionne toujours. C'est effectivement, et je me permets de rebondir, hein, hyper marquant comme situation avec ces éleveurs. Alors, nous, on n'avait pas anticipé ça, enfin, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai que dans l'exercice qu'on fait et dans la façon dont on anime le débat, il y a toujours une partie qui consiste à rendre compte des arguments, notamment des opposants, mais on force aussi la réflexion sur et donc qu'est-ce que ça remet en question ou pas dans les systèmes d'élevage, dans le conseil qu'on peut apporter aux éleveurs. Et donc, comment on agit en tant qu'ingénieur, étant donné ces remises en question? Est-ce qu'on argumente pour justifier un système ou est-ce qu'on pense une évolution du système? Enfin, tout ça, ça fait partie quand même de la réflexion qu'on essaye d'avoir avec les étudiants, en tout cas. Avec un point que vous avez évoqué, que moi je trouve particulièrement important et intéressant aussi, qui est le fait de savoir s'écouter, de savoir entendre ce que les autres ont à dire et d'accepter que chacun ne soit pas d'accord avec l'autre sans forcément que l'autre ait tort obligatoirement. Ce qui pousse à aller chercher des vrais arguments et pas juste à dire mais en fait je sais que tu as tort et du coup la conversation s'arrête là, parce qu'à partir du moment où on a un je sais que tu as tort et que j'ai raison, il n'y a plus de conversation. Donc c'est aussi hyper important d'amener à écouter, à intégrer et à comprendre les argumentaires qu'il y a en face, ce que Jules a ramené un petit peu quand ils ont été questionnés des membres d'associations de défense animale, où effectivement c'est extrêmement important de comprendre et d'entendre cette considération différente de l'animal entre les points de vue pour pouvoir répondre de manière intelligente et intelligible aux arguments qui vont être amenés en face. Et je pense qu'il y a une deuxième difficulté pour les jeunes ingénieurs, et c'est difficile pour les agriculteurs aussi, mais pas que, hein, je vois d'autres dirigeants dans d'autres secteurs, l'énergie ou autres, c'est que certains ont baissé les bras parce qu'ils pensent que c'est plus la peine d'argumenter. C'est-à-dire qu'en agriculture, par exemple, ça s'est un peu tassé avec L214, mais quand il y a eu L214, où là, il n'y a pas d'argumentation vraiment possible. Enfin, moi, j'ai vu les fondateurs, etc. Je ne vais pas dire que c'est les gens qui montent sur la table, mais c'est quand c'est de l'ordre, je leur dis, quand c'est de l'ordre des croyances avec des gens qui vous assènent qui sont hyper militants et qui n'argumentent pas tellement, les agriculteurs, en fait, ces gens-là, c'est vraiment des minorités, mais qui sont très présentes dans les médias. Et ça décourage les agriculteurs de faire l'effort et d'apprendre à argumenter. Et je pense que ça peut être difficile aussi pour des jeunes ingénieurs. Moi, j'ai entendu parler d'élèves en école veto, hein, où il y avait des véganes veto qui ne voulaient plus qu'on travaille avec des animaux, sur des cadavres, etc. Il n'y avait pas de débat possible. Et en fait, ce que je dis aux gens, c'est qu'il y a ces minorités-là, mais pour ce qui est de l'agriculture, il y a 80% des Français qui ont juste envie de savoir comment les gens travaillent. Ils adorent les agriculteurs. C'est quand même, il y a une espèce de connotation sacrée. C'est l'alimentation, c'est nos paysages. Il y a une espèce de conscience collective comme ça, inconsciente. Mais voilà, donc les gens, ils ont envie de savoir. Il faut vraiment que des fois que je leur redonne envie parce ils ont entendu un L214 ou l'équivalent dans un autre secteur, ils ont envie de baisser les bras. Et ça, c'est une nouvelle difficulté. Et je pense que c'est lié à tout ce que Bertie a expliqué au départ, c'est-à-dire il y en a certains sur n'importe quel support, que ce soit les réseaux, Internet, etc., qui assènent leur vérité comme une fin de non-recevoir, et ça peut décourager certains. Donc, je trouve d'autant plus important ce que vous faites à l'ESA, là, c'est vraiment important et chouette, ouais. Est-ce que vous avez ou des sociologues ont étudié comment les agriculteurs ressentent le contexte actuel et ses controverses et
qu'est-ce que peuvent en dire les résultats là-dessus, les agriculteurs ou les professionnels, hein, je ne sais pas si ça a été étudié. C'est un peu, pas complètement une colle, mais un peu. Alors, j'ai pas connaissance, mais peut-être que d'autres ont connaissance, de travaux qui ont publié des résultats sur cette question-là. Par contre, c'est vrai qu'à travers nos activités d'études ou avec les étudiants ou de recherche, on fait très régulièrement des enquêtes auprès d'éleveurs ou d'agriculteurs. Et moi, ce qui m'a marqué depuis que je suis à l'ESA, c'est que on pose souvent la question, qu'est-ce qui vous préoccupe aux agriculteurs qu'on rencontre? Question ouverte. Et il y a une montée en puissance, en fait, des préoccupations relatives à l'image de l'agriculture, à l'attractivité du métier. C'est souvent relié, ces deux thèmes. Et à l'effet d'associations, notamment naturalistes, c'est plutôt souvent, on parle dans certaines époques animalistes, mais plutôt naturalistes, sur les projets agricoles, en particulier les projets d'élevage. Donc, ces ensembles de réflexions qui sont très liées aux controverses, en fait, ils montent beaucoup. Et dans certains cas, c'est des préoccupations qui vont avoir des conséquences sur les projets même des agriculteurs, de ne pas encourager la transmission ou à la reprise, de ne pas développer l'activité, etc. Parce que pas envie de se confronter à des levées de boucliers de la part de leurs voisins, par exemple. Donc, c'est palpable à travers les enquêtes. Et ça mériterait certainement d'être creusé beaucoup plus précisément. Moi j'ai une question, Marjolaine, si c'est bien. Déjà, je vous remercie, Bertie, Clémence et Jules. J'ai dû m'absenter, donc je n'ai pas vu toute l'intervention, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'étant agriculteur et ayant suivi le DA des viandes l'année dernière, j'ai suivi ce module avec attention et j'ai trouvé ça super. Il y a quelque chose moi, qui m'inquiète beaucoup en ce moment, justement autour de ces sujets-là, sur les réseaux sociaux notamment, et sur les sujets de controverse. Voilà, sur la DNC par exemple, on a vu beaucoup de choses circuler, beaucoup de fake news. Et il y a un truc moi, qui m'a interloqué, et j'ai essayé de regarder un peu sur les réseaux sociaux. C'est des comptes souvent anonymes, mais des fois des comptes un peu bizarres. Alors, certains ministres ont parlé d'ingérence étrangère, c'est-à-dire des autres pays qui essayent de diffuser des fake news dans notre pays pour, entre guillemets, foutre le bordel, désolé de parler de manière triviale, mais au sein même de la communauté agricole, qui du coup, sûrement, y trouvent un intérêt. Est-ce que c'est des choses que vous étudiez, ces choses-là? C'est pas facile de savoir le vrai du faux. Est-ce que ça existe? Est-ce que les sociologues étudient ces phénomènes-là de fake news et d'ingérence étrangère, enfin de diffusion de fausses informations dans l'objectif d'alimenter le débat et de l'orienter en quelque sorte? Merci Alex pour tes questions. On pourra te renvoyer les questions sur toi en tant que nouvel agriculteur ayant fait cette formation. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Alors, il y a effectivement des équipes qui travaillent sur la dynamique des débats avec le numérique. Il y a des équipes françaises, par exemple, qui ont travaillé sur mais je pense que j'en avais déjà parlé l'année dernière en cours, sur la question des débats relatifs, par exemple, à l'usage des produits phytosanitaires. Donc, on fait des analyses de comptes de réseaux sociaux pour voir qui parle, qui dit quoi et comment ça impacte les discussions sur les réseaux sociaux. La difficulté, c'est que dans ce genre de travaux qui vont en fait extraire les données des réseaux sociaux pour les analyser, on ne voit que ce qui est écrit sur les pages de présentation des comptes. Et donc, en fait, il suffit que ce compte qui est peut-être douteux, qui vient peut-être d'ailleurs, etc., il se présente comme une organisation, une ONG, etc., on a du mal à bien savoir qui c'est. Donc ça, c'est une vraie limite de ces travaux-là, en tout cas de ce que je connais aujourd'hui. Mais ça fait partie des fronts de recherche, et pas que en France. Je connais des Canadiens, par exemple, qui travaillent beaucoup sur ces questions appliquées à l'agriculture. L'INRAE s'empare aussi vraiment de ces sujets avec... pas forcément que des travaux, aussi beaucoup de réflexions internes sur la place que doivent avoir les chercheurs sur les réseaux et dans la contribution au débat public pour apporter des expertises scientifiques validées. Avec donc prise en compte de effectivement l'impact de la communication via les réseaux, et du coup il y a des formations dans plusieurs instituts de recherche, notamment sur les instituts publics,
il y a des formations pour amener les chercheurs qui sont en général très performants, du coup, on parle un peu en connaissance de cause, mais qui sont en général performants pour communiquer auprès de pairs scientifiques et parfois beaucoup moins performants pour communiquer de manière simple et compréhensible par la société et le commun des mortels, avec beaucoup de guillemets à commun des mortels. Du coup, il y a de plus en plus d'organismes de recherche, que ce soit privés ou publics, qui s'engagent dans des actions de formation pour avoir une communication justement et pouvoir contrer la myriade d'arguments parfois douteux, comme tu dis, qui fleurissent notamment sur les réseaux sociaux. Ok, merci. Et donc, du coup, selon vous, est-ce qu'on a de bonnes raisons de penser que si des chercheurs se mettent à creuser ces sujets-là, est-ce qu'on a de bonnes raisons de penser qu'il existe du coup des comptes, des faux comptes qui puissent alimenter voilà, des informations qui soient fausses ou vraies d'ailleurs, mais dans le but d'influencer le débat? Est-ce que vous pensez vous pensez que ça existe? Ouais, tu sais bien ce que ça va être la réponse d'un chercheur à ta question, Alex. Tu peux répondre quand même, Clément, vas-y. Bah, la réponse va être que tout est possible à partir du moment où on n'a pas la preuve que c'est pas possible. Okay. Mais que voilà, pour le moment, il y a, comme l'a dit Bertie, il n'y a aucun moyen de savoir exactement les origines des comptes sur les réseaux sociaux, sinon il n'y aurait pas autant de problèmes liés aux réseaux sociaux. Hein, Ok, non, mais si je pose cette question, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, parce que pour avoir regardé des comptes où, voilà, des fois, on regarde un peu les comptes et il y a des trucs, des fois, ces comptes-là pro-russes ou enfin voilà, des sujets qui sont complètement annexes à l'agricole et qui, du coup, se diffusent de l'information au niveau agricole français, quoi. Donc on se dit des fois, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Pourquoi est-ce que cette personne, ou est-ce qu'il y a vraiment une personne déjà derrière le compte, et quel intérêt elle a à commenter un débat purement français, voilà, sur le cas de la DNC, c'était sur le cas de la DNC que j'avais regardé un petit peu les comptes. Voilà, et des fois, il y a des mélanges de genres qui sont un peu bizarres et qui font un peu. C'est là où c'est important pour nous d'apprendre à communiquer de manière claire et fiable et intelligible. C'est aussi important pour vous en particulier en tant que futur jeune professionnel de savoir aller vérifier les informations que vous lisez. Donc toi, tu dis que tu fais l'effort d'aller voir sur les comptes qui est derrière les propos tenus. Je pense que c'est un deuxième point d'alerte qu'il faut avoir, c'est que on est à une époque où effectivement l'information se diffuse extrêmement vite et avec un contrôle parfois très limité du contenu, avec notamment des propriétaires de réseaux sociaux qui refusent de contrôler et de censurer des propos ou des comptes. Et là, c'est là où c'est important que les plus jeunes générations qui se servent beaucoup des réseaux sociaux apprennent à faire la part des choses et à aller vérifier la fiabilité de l'information. C'est aussi un des buts du débat controverse, c'est de vous amener à aller chercher les informations fiables, si possible scientifiquement ou techniquement vérifiées, validées, mais en tout cas de vous apprendre à aller chercher vraiment l'information qui vaut le coup d'être lue, intégrée et partagée. Oui, Ok, une autre question de Benoît, et puis après, peut-être ce sera la dernière qu'on prendra, parce qu'on arrivera à la fin. L'exercice globalement était un peu préparé, que du coup les étudiants doivent quand même réfléchir à leur argumentation, essayer de comprendre les arguments des uns et des autres pour derrière être bien préparés. Mais est-ce que dans l'exercice, vous incluez aussi la position d'une personne qui finalement, elle n'a aucun argument vraiment en backup, mis à part le fait que c'est son opinion et qu'elle la partage et que de toute façon, elle affirme qu'elle a raison sans autre forme de justification. Est-ce que dans votre exercice qui me semble un peu assez normé, vous avez aussi une partie qui est consacrée à cet échange-là, parce qu'on se retrouve aussi parfois, notamment sur les réseaux sociaux, confrontés à des gens qui, voilà, ils n'ont pas forcément ni d'arguments, ni de choses à dire, autre que leur propre opinion personnelle sur le sujet qui est en débat.
Ouais, en fait, on a vraiment pris le parti de ne pas faire un jeu de rôle, donc ça aurait été une autre option. Donc là, chacun parle en fonction de ses convictions, de sa vision, de ce qui est souhaitable, de son analyse des situations et de son argumentation, mais une argumentation à laquelle chacun croit. Ce qui fait que, en fait, comme on est avec un public d'étudiants 5e année, dans les filières animales, on espère, nous, en tant qu'enseignants, qu'il y a un chouï d'argumentation pour tout le monde. Qu'on n'est pas juste avec quelqu'un qui dit « je pense comme ça, je le dis, mais je ne sais pas pourquoi ». Bon, ça, c'est notre vœu le plus cher et je pense que c'est quand même vrai. Et donc, voilà. Donc, on ne s'est pas situé dans cette position-là, mais parfois, et cette année, ça a été un petit peu le cas, certains étudiants forcent un peu le trait aussi pour challenger le débat. Mais on s'est posé, on a fait quelques expérimentations pour changer la forme du débat, pour augmenter la diversité, même si Jules l'a bien dit, hein, même au sein d'une classe qui pourrait être prise comme relativement homogène, il y a une diversité de points de vue et c'est intéressant de s'en rendre compte. On a parfois essayé de faire ça de manière plus ouverte. On a une année animé ces débats avec toutes les majeures, toutes les spécialités de l'ESA. Donc, on avait des débats DA, donc on était toujours au niveau ingénieur, hein, mais on avait à la fois des étudiants du DA environnement, du DA marchés internationaux, du DA les viandes, etc., qui confrontaient leurs points de vue sur des thèmes communs. On a fait ça une année pour essayer de forcer le caractère controversé. On n'a pas trouvé ça forcément beaucoup plus intéressant que de le faire au sein d'une même promo parce que on va moins dans la finesse aussi de l'argumentation. Et voilà, mais c'est un exercice qui évolue souvent, malgré tout. Merci à tous et toutes. Alors, si ça vous va, comme on arrive au terme de l'heure, on peut clôturer les discussions. Merci beaucoup pour le partage de Jules et de Clémence sur la partie d'enseignement, parce qu'il peut y avoir aussi dans les diplômés des gens qui ont un rôle d'enseignant auprès de lycée agricole et d'une autre population, donc ça peut être aussi des ressources pour aider d'un point de vue pédagogique. Et donc voilà, mais merci à tous. Et puis vous retrouverez le contenu en replay sur la chaîne YouTube de l'association. Et la prochaine session des Alumni Live donc sera au mois de mars. Et vous serez annoncé comme d'habitude par mail et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et merci encore. Merci à vous. Bonne journée. Oui, Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne Merci journée. beaucoup.